KCRC France. KCRC France. KCRC France. KCRC France. KCRC France. Bienvenue dans cet épisode qui portera sur l'engagement de la jeunesse pour les efforts de paix, en particulier sur la péninsule coréenne. Nous sommes Séléné et Maya, membres du comité de jeunes de KCRC France, et aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur le forum citoyen annuel que nous avons organisé à Sciences Po Paris le 29 novembre 2025 pour montrer comment la jeunesse façonne, défend et transforme les dynamiques de paix aujourd'hui. Pour commencer, si vous n'êtes pas forcément familier avec l'histoire de la Corée, retenez simplement qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, la Corée, qui était fraîchement libérée du joug colonial japonais, s'est presque immédiatement retrouvée sous la tutelle de grandes puissances étrangères, à savoir les États-Unis au sud et l'URSS au nord. Chaque puissance voulait justement éviter que l'ancienne colonie ne tombe aux mains de l'autre, alors que la péninsule avait déjà été indépendante pendant des milliers d'années avant la colonisation. Les politiciens américains de l'époque, qui ignoraient tout de l'histoire de la Corée, ont estimé que le pays n'était pas à même de se gouverner lui-même, et donc en 1948, les États-Unis ont choisi le 38e parallèle comme délimitation géographique du territoire. C'est une décision qui a été prise au détriment du peuple coréen. Le 15 août de la même année, le président Lee Seung-man a établi la République démocratique de Corée du Sud et le 5 septembre suivant, Kim Il-sung a proclamé la République populaire démocratique de Corée du Nord. Du coup, les deux pays s'opposaient déjà de par la nature de leur régime, mais aussi par leur attachement aux puissances ennemies. Et chaque peuple voulait se réunir par les armes, donc en conséquence, la guerre de Corée a éclaté le 25 juin 1950. Malgré l'armistice de Panmunjom le 27 juillet 1953 par la Corée du Nord, la Chine et les États-Unis, à ce jour, il n'y a aucun traité de paix qui a été signé. Et même si les affrontements physiques aujourd'hui ils sont rares, les deux Corées, techniquement, elles sont encore en guerre depuis 73 ans. Mais du coup, est-ce qu'il y a eu des tentatives de réconciliation portées soit par le peuple, les États ou n'importe quelle autre institution? En fait, depuis les années 70, les tentatives de réconciliation, elles se sont multipliées. En août 1972, on a déjà le premier dialogue en face à face entre les Croix-Rouges du Sud et du Nord pour discuter de la question des familles séparées par la division et la guerre. Ensuite, on a eu la célèbre politique du rayon de soleil mise en place entre 1998 et 2008 par le président Kim Dae-jung, avec notamment la zone économique de Kaesong en Corée du Nord, qui est un très bon exemple de coopération économique entre les deux pays parce que la Corée du Nord offrait une main-d'œuvre peu coûteuse pour les entreprises du Sud. Mais malheureusement, toutes ces tentatives, elles n'ont pas marché. Et depuis le dernier sommet intercoréen en 2018 entre Kim Jong-un et Moon Jae-in, les relations intercoréennes elles se sont très fortement dégradées, d'autant plus avec la Covid-19. C'est donc dans ce contexte que le Korean Council for Reconciliation and Cooperation, KCRC, a été fondé à Séoul en 1998. Il s'agit donc aujourd'hui de la plus grande ONG civile qui encourage le débat citoyen et les échanges autour de la paix, mais aussi le développement et l'identité nationale dans la péninsule coréenne. Nous, en tant que branche française, KCRC France, on organise depuis 2022 des conférences et des forums annuels dans cette même volonté. Et d'ailleurs, en 2025, le sujet portait sur l'engagement de la jeunesse pour la paix. On a eu la chance de recevoir 5 spécialistes et intervenants qui ont su nous partager leurs expertises et leurs témoignages au travers d'une conférence proposée par Monsieur Arnaud Levaux et d'une table ronde avec Mesdames et Messieurs Issa Yakim, Elma Duval, Théo Clément et Stani Mossé-Manceau. C'est donc à l'occasion du forum que le ministre de l'Unification de la République de Corée a prononcé un discours d'ouverture dans lequel il a pu rappeler la situation unique de la péninsule coréenne qui vit aujourd'hui une période de rupture totale. Il a également partagé la volonté du président Lee Jae-myung de mettre en avant une politique de paix et de coexistence pacifique entre les deux Corées. Du coup, c'est au nom du gouvernement qu'il a affirmé reconnaître et respecter le régime nord-coréen et s'opposer à toute idée de réunification par absorption de la Corée du Nord
par la Corée du Sud. Bien que KCRC France soit une association politiquement neutre, dans le sens où on n'appartient à aucun parti politique, nos valeurs s'alignent quand même avec cette idée de réconciliation intercoréenne par la reconnaissance mutuelle des deux États et non d'une réunification, ce qui nous semble quand même important à souligner et à rappeler. Dans sa conférence, Arnaud Levaux, qui est le président d'Asia Centre et un spécialiste des dynamiques géopolitiques en Asie, il a rappelé que la paix, c'est plus un état. Ça veut dire que c'est plus quelque chose d'acquis, mais plutôt un processus qui se construit chaque jour grâce à la coopération étroite et la collaboration entre les gouvernements et la société civile. D'après lui, la stabilité d'un ordre international supposément établi est aujourd'hui remis en cause par le retour de la guerre comme instrument politique, un instrument politique assumé, comme en Ukraine où la Russie a par exemple développé un partenariat stratégique avec la Corée du Nord qui lui fournit des ressources humaines et technologiques. La péninsule coréenne, elle apparaît donc comme un miroir du monde qui reflète les conflits, les tensions internationales comme par exemple à Gaza, à Taïwan ou en Chine méridionale. Et puis au 38e parallèle, on a la DMZ. La DMZ, c'est la frontière la plus militarisée au monde, mais c'est aussi la frontière la plus symbolique et la plus chargée de mémoire parce qu'elle illustre la complexité des rapports actuels entre sécurité et coopération, entre le passé et l'avenir. Le cas de cette péninsule, il nous sert d'enseignement et d'exemple pour nous rappeler qu'au final, une armistice sans confiance, c'est qu'un conflit gelé et pas une paix durable. Et la jeunesse dans tout ça? Et ben, la jeunesse sud-coréenne, elle n'a pas connu la guerre et elle a encore moins connu la division de la péninsule, donc ça explique en partie son désintérêt pour la réunification. Par contre, elle fait toujours face aux injustices générationnelles, aux abus de pouvoir, aux abus politiques. Elle fait face à la pression sociale, à la précarité et à une compétition extrême. Au cours des décennies passées, elle s'est donc déjà engagée en fait en jouant un rôle central dans la préservation de la démocratie et en refusant toute dérive autoritaire. Donc on a quelques faits marquants qu'on va vous développer. Le 18 mai 1980, au cœur de la ville de Gwangju, dans le sud-ouest de la Corée du Sud, il y a eu des soulèvements populaires, étudiants et syndicaux, en réaction au coup d'État du dictateur Chung Do-won, qui en fait avait imposé la veille l'extension de la loi martiale sur l'ensemble du territoire, qui à la base avait été déclarée après l'assassinat de Park Geun-hye quelques mois auparavant et ne concernait que Séoul. L'extension de la loi martiale impliquait la fermeture des universités et une forte restriction des libertés fondamentales, que ce soit celle de la presse, les libertés de réunion, etc. Les étudiants se sont rassemblés devant leurs universités pour protester et le mouvement a rapidement pris de l'ampleur et le soulèvement a été violemment réprimé par l'armée, ce qui a causé des milliers de morts parmi les civils. Plus récemment, on peut parler de la tragédie du Sewol Ferry, c'est donc un bateau qui faisait le voyage entre Incheon et Jeju et qui transportait 476 personnes, dont 325 lycéens qui étaient en voyage scolaire. Malheureusement, le ferry a coulé. Sur la totalité des passagers, 304 personnes ont perdu la vie à cause d'une mauvaise gestion de la catastrophe des autorités locales et une réaction trop lente du gouvernement. Cette tragédie, elle a suscité des réactions très vives et des condamnations de la part de la société. Les étudiants, les jeunes et les familles en deuil ont notamment exigé plus de transparence de la part du gouvernement et de l'équipe en charge de la supervision et de l'exploitation du ferry. Ensuite, en 2016 et 2017, la jeunesse a manifesté pacifiquement sur la place Gwanghwamun en face du palais Gyeongbok pour demander la destitution de la présidente de l'époque, Park Geun-hye, qui était accusée d'abus de pouvoir et de fraude avec son associé Choi Soon-sil. Plus récemment, et je pense qu'on en a certainement tous dû en entendre parler, il y a eu les manifestations contre la déclaration de la loi martiale en décembre 2024 dans toutes les grandes villes du pays. Des milliers d'étudiants et de jeunes professionnels ainsi que des militants se sont rassemblés de manière spontanée et pacifique pour protester contre cette déclaration amenée par l'ex-président Yoon Suk-yeol. Elle a été perçue comme une dérive autoritaire
contraire à l'esprit démocratique qui avait été amené lors des luttes dans les années 80. Cette mobilisation a été largement relayée sur les réseaux sociaux et a démontré la capacité de la jeunesse coréenne à s'organiser et à se mobiliser pour défendre la constitution et la démocratie. On a pu constater qu'avec l'utilisation massive des lightsticks de K-pop, utilisés lors des concerts, etc., la jeunesse a réussi à faire de la culture populaire une arme de résistance. Monsieur Arnaud Levaux a également cité la mobilisation et les initiatives de dialogue entre jeunes en Asie de l'Est, malgré les tensions géopolitiques. Ce sont les jeunesses asiatiques qui s'engagent en fait à créer des espaces informels pour discuter de la sécurité, mais du climat et aussi de la prévention des risques. Il a par exemple cité la Milk Tea Alliance, qui est un réseau en ligne transnational qui rassemble de jeunes militants de Thaïlande, Taïwan, Hong Kong, du Japon, de Corée du Sud ou de Birmanie. En conclusion, ce qu'on peut en ressortir, c'est que la jeunesse sud-coréenne se montre aujourd'hui méfiante envers les institutions, les médias et les discours politiques, mais elle demeure, elle reste en fait au cœur du renouveau civique et démocratique du pays. Et c'est grâce au militantisme virtuel que la jeunesse sud-coréenne tente d'inventer de nouveaux espaces de dialogue transnationaux. Ces réseaux sociaux deviennent donc des espaces d'expression et de mobilisation, mais aussi de polarisation. On peut dire du coup que le futur de la péninsule dépendrait de la capacité des générations à choisir le dialogue plutôt que la peur et le rejet. Dans le cadre de notre forum, on a réalisé une enquête sur la jeunesse actrice de la paix et les résultats de ce sondage combinés aux échanges entre nos 5 intervenants ont permis de montrer encore une fois que la paix, c'est un processus en mouvement constant qui ne se résume pas à juste l'absence de guerre, mais qui nécessite aussi une justice sociale et l'entretien d'un dialogue. L'enquête réalisée auprès des jeunesses françaises et coréennes a révélé qu'en fait 80% des jeunes souhaitent agir en faveur de la paix, mais plutôt de manière ponctuelle, donc en s'engageant par exemple dans des associations ou via les réseaux sociaux. Madame Isaya Kim, qui est la présidente de l'Association des réfugiés nord-coréens en France, nous a permis de mieux comprendre la manière dont le régime nord-coréen a appréhendé l'idée de la réunification au fil du temps. On sait donc que c'est sous Kim Jong-un qu'est apparue cette théorie d'une paix reposant sur la reconnaissance de 2 États plutôt que d'une réunification, alors que cette idée même de réunification, c'était à la base le projet de vie de Kim Il-sung, le leader éternel de la Corée du Nord. Malheureusement, on dispose de trop peu de sources et de témoignages pour pouvoir comprendre et parler concrètement de l'engagement de la jeunesse nord-coréenne pour la paix, d'autant plus que dans les régions les plus pauvres de la Corée du Nord où le peuple doit travailler sans arrêt, ça paraît presque impossible de poursuivre une quelconque aspiration politique. Néanmoins, grâce à Théo Clément, qui est économiste et professeur à l'Université des sciences et de technologie de Pyongyang, on a pu observer un autre point de vue interne à la Corée du Nord, cette fois-ci en tant qu'étranger. Il a notamment souligné la curiosité de ces jeunes étudiants qui montraient un très fort intérêt en fait pour la vie en dehors de la Corée du Nord et pour la paix. Donc on peut imaginer que c'est cette jeunesse privilégiée de la capitale qui serait plus à même de montrer une forme d'engagement politique. Donc dans les décennies à suivre, son rôle, ça serait justement de pouvoir changer la perception que les Nord-Coréens ont du Sud, mais aussi de changer la perception que nous, en tant qu'Occidentaux, on a de la Corée du Nord, une perception qui est plutôt datée. On parle plus souvent de la période de la famine ou de l'après-famine et on manque de sources récentes. Donc en fait, ce serait une manière de pouvoir nous rapprocher de la réalité et de communiquer de manière plus efficace. Les échanges de la table ronde, ils ont rappelé la nécessité, en cas de réunification, de permettre une intégration sans assimilation du peuple coréen. Ce qui fait d'ailleurs écho aux paroles de Monsieur René Schwock, qui a intervenu lors de notre forum 2024 sur la coopération économique et la paix. Il disait justement qu'il ne faudrait surtout pas patronner la Corée du Nord et que l'unification reposerait sur un respect des différences et une acceptation mutuelle des deux peuples. Après la séparation de la péninsule, les citoyens du Sud comme du Nord ont manifesté une volonté d'unification. Donc, comme on l'a dit précédemment, cette volonté, elle s'est d'abord traduite par
une tentative de réunification par les armes, avec la guerre de Corée, puis par des mesures de rapprochement pacifique, même si les générations sud-coréennes de l'époque entretiennent encore un lien très fort avec la Corée du Nord parce qu'elles avaient, à l'époque, vu leur famille, déchirées, séparées et elles avaient été privées de leur terre natale. Cet attachement, il s'est estompé avec le temps, à mesure que les nouvelles générations sud-coréennes naissaient dans une Corée déjà divisée. On part donc malheureusement d'un constat général selon lequel aujourd'hui la majorité des jeunes Sud-Coréens font preuve d'un désintérêt croissant pour la Corée du Nord et toute question sur la réunification et les efforts de paix dans la péninsule coréenne. D'ailleurs, d'après le rapport sur l'unification réalisé en 2025 par l'Institut coréen pour l'unification nationale, 52% des jeunes sud-coréens de la Gen Z et 54,2% des millennials se montraient favorables à une coexistence hostile entre les deux pays plutôt qu'à une réconciliation. Mais comment ça se fait justement? C'est dû à quoi? Eh bien, la cause de cette réticence se trouve souvent en fait dans le poids économique et social qui pèserait sur la jeunesse dans le cadre d'une réunification, parce que le Nord est aujourd'hui économiquement inférieur au Sud. Le coût estimé à la modernisation de la Corée du Nord en cas de réunification se situerait entre 3 et 8 000 milliards de dollars, ce qui aurait de très très lourdes conséquences et répercussions pour les citoyens sud-coréens. En 2014, presque 70% de la population se montrait favorable à la réunification, tandis qu'en 2025, seulement 49% affirmaient qu'elle était nécessaire. C'est la première fois que ce pourcentage descend en dessous de la majorité, ce qui montre vraiment une baisse globale de l'intérêt pour la question nationale. Mais c'est vrai que pour parvenir à une paix durable et une coopération intercoréenne, il faudrait que les initiatives soient lancées par la société civile, parce que la division de la péninsule dépasse la politique ou l'économie. La frontière ne représente pas seulement une ligne sur la carte, il s'agit bien d'une fracture historique, culturelle et identitaire profondément personnelle pour les Coréens. C'est pourquoi on pense qu'il est nécessaire que la jeunesse sud-coréenne, qui est déjà actrice du futur de demain, s'intéresse en fait à la Corée du Nord et s'engage pour la paix. Et pour mobiliser la jeunesse, plusieurs levées d'action ont été abordées durant notre forum que nous allons tout de suite développer. On a tout d'abord l'amélioration globale du niveau de vie des jeunes en Corée du Sud. Isaiah Kim, qui a vécu et qui a fait ses études en Corée après avoir fui la Corée du Nord, nous expliquait que ce désintérêt, il est en partie causé par les conditions de vie qui sont déjà très compliquées pour les Sud-Coréens. Ils grandissent dans une société ultra compétitive qui accentue les inégalités socio-économiques déjà bien présentes. Ils sont soumis à une pression sociale très forte, surtout les 15-29 ans qui peinent à s'insérer le plus sur le marché du travail et à gagner en stabilité, avec un taux de chômage atteignant les 6,80% en janvier 2026, d'après le COSIS, alors que d'un autre côté, les vieilles générations travaillent beaucoup trop longtemps. La Corée du Sud, elle figure parmi les pays de l'OCDE avec le taux de chômage des jeunes diplômés le plus élevé, notamment depuis 2020, donc ça montre un problème structurel et social majeur. Pour citer Madame Isaya Kim, elle disait justement: «La vie quotidienne est trop lourde pour eux, ils ont déjà du mal à gérer ne serait-ce que leur propre vie». Elle y voit aussi l'une des causes du taux de natalité en chute libre et du pourcentage de suicides en hausse chez les jeunes. Elle souhaiterait donc par conséquent que les conditions de vie s'améliorent pour qu'ils puissent trouver un emploi stable plus facilement et que les personnes âgées puissent aussi prendre leur retraite plus tôt. C'est à partir de là qu'ils pourront se tourner naturellement vers d'autres causes, d'autres problématiques comme la question de la paix intercoréenne. Pendant notre forum, le sujet de l'éducation a beaucoup été mentionné. On pense qu'il est nécessaire de sensibiliser les Coréens dès le plus jeune âge aux enjeux de paix entre le Sud et le Nord, en donnant plus de place et de visibilité à la Corée du Nord, notamment à travers son histoire, sa culture commune avec le Sud, sa langue, etc., que ce soit au sein des espaces éducatifs, par le biais des programmes scolaires, des sorties culturelles ou des interventions d'associations. Car on pense que c'est en y étant exposé et en cherchant à s'instruire sur le sujet que la jeunesse coréenne développera un intérêt pour le Nord et peut-être plus tard pour la paix.
C'est vrai qu'aujourd'hui, la Corée du Nord est abordée dans les programmes d'histoire-géographie et d'EMC, mais reste largement contrôlée et influencée par les tendances politiques. Le gouvernement doit notamment valider les manuels avant leur utilisation en classe. Depuis l'an 2000, l'État sud-coréen s'engage pour autant à inclure dans son enseignement l'éducation à la réunification pour sensibiliser les élèves de primaire et secondaire à toutes les questions de l'unification et pouvoir ainsi mieux comprendre la Corée du Nord. Même s'il y a de nombreux cursus universitaires qui proposent des cours ou des programmes de recherche sur la Corée du Nord, la seule université qui est entièrement dédiée aux études nord-coréennes et à la réunification est la University of North Korean Studies à Séoul. D'ailleurs, Kang Joo-ho, le président de la Fédération coréenne des associations d'enseignants et vice-président de KCRC, a proposé un discours d'ouverture lors de notre forum pour partager sa vision d'une paix durable par le biais de l'éducation. Et c'est en tant que dirigeant de la plus grande organisation d'enseignants de Corée du Sud qu'il s'est engagé à ce que les enseignants sensibilisent les enfants à la paix et que l'éducation coréenne devienne en fait l'un des piliers de solidarité internationale pour la paix. Un autre levier d'action pour raviver l'intérêt des Sud-Coréens envers la Corée du Nord, c'est, de donner plus de visibilité à la parole et aux témoignages des transfuges, afin de valoriser leur représentation par le biais, des ONG, des associations, mais aussi de la littérature et d'interventions citoyennes et éducatives. On a Elma Duval, qui est étudiante en relations internationales à l'INALCO et qui a effectué un stage au sein de l'ONG PS Corps, qui est une ONG sud-coréenne qui travaille pour les droits humains en Corée du Nord et l'insertion des transfuges en Corée du Sud. Et Duval, elle a souligné cette vision à double tranchant qu'est l'idée selon laquelle les Coréens seraient en fait un seul peuple. Ça tend à montrer que les citoyens du Sud comme du Nord sont unis par une histoire et une culture commune, mais aussi que la Corée du Sud a tendance à imposer une certaine homogénéisation de sa société. Ça se traduit par une insertion par assimilation des transfuges, venus au Sud, c'est-à-dire des personnes qui mettent de côté leur culture d'origine pour s'adapter à, leur société d'accueil. Beaucoup de Coréens ont tendance, encore aujourd'hui, à considérer les transfuges comme socialement inférieurs à cause de stéréotypes et d'une méconnaissance générale de la Corée du Nord, donc ça engendre beaucoup de discrimination, un rejet et une, marginalisation marquée de la diaspora nord-coréenne dans la société du Sud. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui ont assisté à notre forum qui ont dit avoir été profondément touchées par l'intervention et le témoignage d'Isaiah Kim, qui a partagé son vécu en Corée du Nord et son expérience de la jeunesse nord-coréenne. Il en ressort d'ailleurs que sa prise de parole a été la plus marquante pour le public et a attisé la curiosité de celui-ci. Au final, c'est à travers le contact humain que les Sud-Coréens et la jeunesse internationale peuvent développer un intérêt pour le peuple et les droits humains en Corée du Nord. Madame Isaiah Kim s'est réjouie et a profondément remercié l'intérêt que toute personne présente au forum a porté à la cause des réfugiés nord-coréens. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on pourrait en apprendre plus sur, les transfuges nord-coréens, leur vécu et cetera? La vie en Corée du Nord de manière générale? Eh bien, pour des raisons de sécurité évidentes, la parole de ces derniers est parfois auto-censurée, mais il est possible de s'éduquer sur la vie des Nord-Coréens au travers de la littérature, par exemple. Je vais citer quelques exemples que vous pourrez retrouver en description. C'est une liste non exhaustive de témoignages et bibliographies de transfuges nord-coréens. Nous avons Rescapé du camp 14, de l'enfer nord-coréen à la liberté, de Horden Blaine. Deux coréennes, Souvenirs du pays d'où l'on ne peut s'échapper, de Park Ji-yeon et Céline. La fille aux 7 noms, Histoire d'une transfuge nord-coréenne, de Lee Hyun-soo et John David. Et pour finir, Corée du Nord, 9 ans pour fuir l'enfer, de Kim Han-soon et Faleiti Sébastien. Pour continuer, on peut parler de la délocalisation du dialogue et des échanges entre le Sud et le Nord. Au sein de la péninsule, les tentatives de rapprochement intercoréen, ont déjà échoué puisqu'ils sont confrontés aujourd'hui à de sérieux problèmes de communication, comme le dernier, sommet intercoréen en date remonte à 2018. On parle aujourd'hui d'un monologue du coup parce que chacun se heurte à un genre de mur invisible et ne parvient pas à entendre les besoins de l'autre. La Corée du Sud aujourd'hui, elle refuse, tout contact et il est peu envisageable que les échanges diplomatiques, ils reprennent, prochainement et en plus, les échanges entre les sociétés civiles restent très limités et souvent à sens unique. C'est plutôt du sud vers le nord
parce que la société nord-coréenne, en fait, elle ne dispose pas malheureusement des instruments ni des relais nécessaires pour être entendue, par les autorités. C'est donc nécessaire, au final, de déplacer ce dialogue dans des espaces hors de la péninsule, loin des confrontations et des tensions politiques. C'est pour ça que les intervenants ont souligné, au final, que l'espace de dialogue idéal, c'est ni au sud ni au nord, mais dans les diasporas coréennes à l'étranger, comme en Chine, au Japon, en France ou en Mongolie, qui est d'ailleurs un territoire plus neutre politiquement et qui entretient de très bonnes relations bilatérales avec le Sud comme avec le Nord. On peut aussi citer les communautés diasporiques à Los Angeles, aux États-Unis, ou à New Malden en Europe. Pour finir, on pense que lorsque la diplomatie est entravée, la culture peut servir d'outil de dialogue en faveur de la paix. Et partager une culture commune, valoriser des terrains d'entente non conflictuels comme le sport ou la culture, favoriserait une compréhension mutuelle et pourrait créer des liens émotionnels et symboliques là où les États ont d'ailleurs échoué à dialoguer. On pourrait citer plusieurs exemples comme l'usage de l'intelligence artificielle pour reconnecter les familles séparées. C'est une expérience qui a été menée au sud pour permettre aux familles d'imaginer justement une reconnexion avec leur famille perdue. Sinon, il y aurait certains films qui interrogent la mémoire et les fractures sociales, par exemple ceux de Bong Joon-ho ou de Lee Chang-dong. Il y a également le Real DMZ Project, qui est un ensemble de pratiques artistiques contemporaines et d'expositions qui explorent en fait les frontières visibles et invisibles de la zone démilitarisée. Lors de la table ronde, le conférencier Stani Mosemanso, qui est diplômé de l'Université nationale de Chongbuk en Corée du Sud, a parlé de collaboration à travers la musique traditionnelle avec la reprise d'instruments, de chants et de danse ou de genres emblématiques et communs aux deux pays. Il a notamment cité le kayagum, un instrument à cordes traditionnel, le pansori, un genre de théâtre coréen, ou arirang, l'hymne de la péninsule. Mais il a également cité des films comme Kwangjo, Je m'appelle Rocky One, ou encore le drama Crash Landing on You, comme des exemples en fait de produits culturels sud-coréens qui permettraient aux téléspectateurs du Sud et au public international d'avoir une meilleure compréhension de la Corée du Nord. Arnaud Levaux a d'ailleurs ajouté que ces contenus télévisés qui sont consommés illégalement par les téléspectateurs en Corée du Nord étaient parfois à l'origine de certaines défections. On peut donc voir que la Hallyu touche d'une certaine manière la population du Nord, malgré les interdictions, et qu'elle représente pour eux une fenêtre sur le monde extérieur. Arnaud Levaux qualifie le soft power d'accélérateur d'échange et de vecteur de communication, aussi bien entre la Corée du Sud et le reste du monde qu'entre les deux Corées elles-mêmes. On peut également envisager le sport comme un terrain d'entente et de rapprochement. En effet, la Corée du Nord investit beaucoup dans le football. La capitale, Pyongyang, possède aujourd'hui l'un des plus grands stades de foot au monde, avec 114 000 places. Et de l'autre côté, la Corée du Sud voit ses joueurs grandir en popularité internationale avec par exemple Lee Kang-min et Song Heung-min. On a pu observer dans le passé des exemples de coopération sportive entre les équipes du Nord et du Sud, comme aux Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018 ou il y a 2 ans, lors des JO 2024 à Paris, lorsque les pongistes médaillés du Sud et du Nord ont pris un selfie ensemble, sur le podium. Ce geste, il avait été vivement critiqué par Pyongyang, mais il laisse quand même entrevoir à nouveau une volonté d'entente. Et fun fact, quand, il y a des équipes intercoréennes comme ça, lors de compétitions internationales, c'est Arirang, l'hymne national traditionnel de la péninsule entière, qui est diffusé et pas, les 2 hymnes nationaux de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Pour terminer, il est nécessaire de rappeler que les 2 peuples restent donc unis par une histoire commune et une culture relativement similaire, malgré les décennies de séparation politique et idéologique. Ils partagent des langues encore très similaires, des traditions, des valeurs familiales et des coutumes ancestrales. Tout ça, ça continue de tisser un lien profond entre eux. Cette unité culturelle, elle constitue une base essentielle pour la réconciliation et la construction d'une paix durable. Elle nourrit l'espoir que, malgré les divisions actuelles, la mémoire collective et le désir d'un avenir commun pourraient un jour prévaloir et ouvrir la voie à un dialogue sincère et une coopération renforcée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.
Pour conclure cet épisode, ce qu'on peut dire, c'est que la jeunesse internationale se révèle être aussi un acteur clé pour la paix dans un monde où les tensions internationales perdurent, notamment au sein de la péninsule coréenne. Et c'est à travers leur parcours et leurs engagements que les jeunes qu'on a interviewés lors de notre forum illustrent comment chacun, à son échelle, peut contribuer à un avenir plus pacifique et solidaire. Nous avons notamment Park Ki-garam, qui, en abordant dans son mémoire de master les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU, a souligné l'importance des mécanismes internationaux dans la construction de la paix, tout en insistant bien sûr sur le rôle puissant des réseaux sociaux. Pour la Gen Z, ces plateformes sont devenues en fait des armes d'influence majeures, capables de mobiliser, sensibiliser, mais aussi de transformer les consciences. On a Julie Reynaud qui a aussi effectué un stage au sein de l'ONG PS Corps en Corée du Sud, qui a illustré l'importance en fait de la défense des droits humains dans la quête de paix en donnant une voix aux populations nord-coréennes souvent invisibilisées. C'est à travers l'échange et le dialogue, comme le rappelle Tiguida Sidiakite, que la paix commence aussi autour de soi, dans nos interactions quotidiennes au final. Et enfin, Selma Bounekal et Béatrice Castello-Alves du collectif 350 nous montrent que la culture et la communication interculturelle sont des leviers puissants pour démocratiser l'accès à la connaissance et créer des ponts entre les communautés, notamment en banlieue. Tous ces parcours diversifiés, ils convergent au final vers une même conviction, la paix mondiale et plus particulièrement la paix intercoréenne, qui se construit à travers l'engagement citoyen, la solidarité et l'usage conscient des outils modernes, qu'ils soient numériques, culturels ou humains. C'est la fin de cet épisode. On vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Mhm. Pour plus d'informations et pour vous tenir au courant de tous nos événements à venir, on vous invite très chaleureusement à nous retrouver sur nos réseaux sociaux, KSRC France, disponible en description. À bientôt dans un prochain épisode chez KSRC France.